César Alencar a bâti un empire en faisant des choix impitoyables. Mais lorsqu'un orphelin lui remet une lettre du passé, tout change. Secret, trahison. Un enfant qu'il n'a jamais connu. César se battra-t-il pour la vérité ou risquera-t-il de perdre la seule famille qu'il lui reste? Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Le soleil du matin brillait à travers les baies vitrées du bureau en attique de César Alencar. À 45 ans, il était au sommet de sa carrière. Ses cheveux noirs étaient légèrement grisonnants aux tempes, lui donnant ce look distingué qui impressionnait ses rivaux en affaires et attirait l'attention des femmes. Monsieur Alencar, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence, dit Marcia, son assistante depuis 15 ans. César hocha la tête sans lever les yeux de son ordinateur. 5 minutes. Marcia hésita sur le seuil de la porte. Aussi, n'oubliez pas votre rendez-vous à l'orphelinat de Santa Cruz cet après-midi. La presse sera présente. Cette fois, César leva les yeux en fronçant les sourcils. Orphelinat? Je ne me souviens pas avoir programmé ça. C'est le don de charité organisé par votre équipe de relations publiques, expliqua Marcia. Ils ont pensé que cela contribuerait à améliorer votre image après l'affaire du projet de développement côtier. César réprima un soupir. Le projet de développement côtier avait rapporté des millions à son entreprise, mais il l'avait également présenté comme un homme sans cœur dans les médias lorsqu'il avait refusé de céder face aux protestations des écologistes. Très bien. Mais 1 heure, pas plus, dit-il en retournant à son écran. Plus tard dans la journée, la Mercedes noire de César arriva à l'orphelinat de Santa Cruz. Le bâtiment était ancien, mais bien entretenu, avec des fresques colorées décorant les murs extérieurs. « Monsieur Alencar, bienvenue. » La directrice, une femme dans la soixantaine nommée Elena, l'accueillit chaleureusement. « Les enfants sont tellement excités de vous rencontrer. » César afficha un sourire forcé tandis que les appareils photos crépitaient. Il remit le chèque surdimensionné, posa pour des photos et se préparait à s'échapper lorsque Elena le prit par le bras. « Aimeriez-vous rencontrer quelques enfants? Ils ont préparé une petite représentation. » Avant qu'il ne puisse refuser, César se retrouva conduit dans la cour où un groupe d'enfants attendait. Ils chantèrent une chanson légèrement fausse, mais avec enthousiasme. César applaudit poliment, les yeux scrutant les environs, calculant combien de temps il devait encore rester. C'est alors qu'il le vit. Dans un coin de la cour, loin des autres enfants, était assis un garçon d'environ 8 ans. Contrairement aux autres qui souriaient et se produisaient, cet enfant était assis seul, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux fixés sur le sol. Quelque chose dans l'isolement du garçon frappa César. Cela lui rappelait lui-même, à cet âge-là. Toujours à part, toujours à observer de loin. Sans réfléchir, César s'éloigna du groupe vers la silhouette solitaire. « Hé, champion !» dit César en s'accroupissant. « Pourquoi es-tu tout seul ?» Le garçon leva les yeux et César fut frappé par ses yeux, grands, foncés et remplis d'une tristesse qui semblait trop profonde pour un enfant de son âge. Le garçon étudia attentivement le visage de César avant de parler d'une voix douce. « Parce que je t'attendais. » César sentit un frisson parcourir son épine dorsale. « Que veux-tu dire, m'attendre ?» Au lieu de répondre, le garçon fouilla dans sa poche et sortit un morceau de papier plié et usé. Il le tendit à César d'une main petite et ferme. César prit le papier et le déplia soigneusement. Son cœur martelait dans sa poitrine lorsqu'il reconnut immédiatement l'écriture. C'était une écriture délicate et fluide qu'il n'avait pas vue depuis 8 ans, mais qu'il reconnaîtrait n'importe où. C'était l'écriture de Louisa et ses mains tremblaient, tandis qu'il lisait la courte note. « Si tu trouves jamais ce garçon, sache qu'il fait partie de toi. » César fixa les mots, les relisant encore et encore, son esprit déchaîné. Louisa, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. La femme qui avait disparu de sa vie après qu'il eut choisi sa carrière plutôt que leur relation. Il l'avait cherchée pendant des mois, avant de finalement abandonner, se noyant dans le travail pour oublier la douleur. « Comment t'appelles-tu » demanda César, la voix à peine audible. « Miguel » répondit le garçon. « Miguel Santos. Santos, le nom de famille de Louisa. »« Quel âge as-tu, Miguel ?»« 8 ans. 8 ans. » Le timing correspondait parfaitement au moment où Louisa était partie. « Et ta mère ?» demanda César, osant à peine respirer. « Où est-elle » Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. « Elle est morte, il y a 3 mois. » Le monde sembla basculer sous les pieds de César. Louisa était partie.
Pour toujours? Et ce garçon, pouvait-il être son fils, Monsieur Alencar? Elena s'était approchée, l'inquiétude sur le visage. « Tout va bien ?» César se releva rapidement, pliant la note et la mettant dans sa poche. « Oui, ça va. Elena, j'aimerais vous parler en privé de ce garçon. » Dans le bureau modeste d'Elena, César apprit les détails de la situation de Miguel. Luisa l'avait effectivement élevé seule. Elle avait travaillé comme institutrice dans une petite ville côtière, loin de la ville où César et elle avaient vécu ensemble. Lorsqu'elle est tombée malade d'un cancer, elle s'était battue avec acharnement. Mais elle avait finalement succombé. Avant de mourir, elle avait pris des dispositions pour que Miguel vienne dans cet orphelinat précis. Elle a laissé une lettre cachetée avec des instructions selon lesquelles elle ne devait être remise à Miguel que si un homme, nommé César Alencar, venait ici, expliqua Elena en lui montrant les documents officiels. Nous n'avions aucun moyen de vous contacter directement. Cela semblait être une très faible probabilité. Mais ensuite, votre entreprise a choisi notre orphelinat pour le don. César resta assis dans un silence stupéfait. Était-ce une coïncidence? Ou Luisa savait-elle d'une manière ou d'une autre qu'il trouverait le garçon un jour? « J'avais besoin de savoir s'il est mon fils, » dit finalement César. « Il n'y a pas de père indiqué sur son acte de naissance, » répondit Elena. « Mais un test ADN pourrait le confirmer. » César prit des dispositions pour qu'un laboratoire privé effectue le test immédiatement. Alors qu'il attendait dans la cour de l'orphelinat l'arrivée du technicien, il observa Miguel de loin. Le garçon était maintenant assis sur un banc, lisant un livre qui semblait trop avancé pour son âge. Quelque chose dans la façon dont Miguel se tenait, l'expression sérieuse sur son visage, lorsqu'il lisait, c'était comme regarder une version miniature de lui-même. César ressentait un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas démêler. La colère que Luisa lui ait caché ce secret, le chagrin qu'elle soit partie pour toujours, et un sentiment étrange et inconnu qui pourrait être la responsabilité, ou même l'amour, pour cet enfant qui pourrait être son propre sang. Lorsque le technicien de laboratoire arriva, le processus fut rapide et simple. Un prélèvement buccal pour eux deux, et les résultats seraient prêts dans 24 heures. Une fois terminé, César hésita à partir. « Aimeriez-vous parler un peu plus à Miguel ?» suggéra Elena. César hocha la tête, et Elena amena Miguel dans son bureau où il pourrait parler en privé. Pendant quelques instants, César regarda simplement le garçon, ne sachant pas quoi dire. Miguel le regarda fixement, avec une maturité qui semblait dépasser son âge. « Savais-tu que j'existais ?» demanda finalement César. « Avant aujourd'hui ?» Miguel hocha la tête. « Maman avait ta photo. Elle m'a raconté des histoires à ton sujet. Quelle sorte d'histoire? Que tu étais intelligent et que tu travaillais dur, que tu construisais de grands bâtiments et que tu dirigeais d'importantes entreprises. » Miguel fit une pause. « Elle a dit que tu avais le cœur bon, même si tu ne le montrais pas toujours. » César sentit sa gorge se serrer. Même après qu'il eut choisi sa carrière plutôt qu'elle, Luisa n'avait pas empoisonné son fils contre lui. « Elle n'était pas en colère contre toi, » continua Miguel, comme s'il lisait les pensées de César. « Elle a dit que vous aviez simplement des rêves différents. » César dut détourner les yeux pour se reprendre. Lorsqu'il se retourna, il demanda « Aimerais-tu voir où je travaille? Peut-être prendre une glace ?» Pour la première fois, Miguel sourit, un petit sourire hésitant qui transforma son visage solennel. « J'aimerais ça. » Alors, qu'ils sortaient ensemble de l'orphelinat, César remarqua les journalistes qui étaient restés après la cérémonie de Dawn et qui observaient avec intérêt. Demain, il y aurait des spéculations dans tous les tabloïds sur César Alencar et le garçon orphelin. César s'en fichait. Qu'il parle. Pour une fois dans sa vie, l'opinion des autres n'avait pas d'importance. Tout ce qui importait, c'était la petite main qui tenait la sienne et les résultats d'un test qui arriverait demain. De retour dans son attique ce soir-là, César était assis seul dans son bureau à domicile, les lumières de la ville, scintillant en contrebas. Il avait ramené Miguel à l'orphelinat en promettant de revenir le lendemain. Maintenant, il tenait le mot usé de Luisa, le lisant encore et encore. Son téléphone sonna, brisant sa rêverie. C'était Ricardo, son jeune frère et directeur financier d'Alencar Enterprises. « Qu'est-ce que j'entends dire que vous avez passé l'après-midi avec un gamin de l'orphelinat ?» demanda Ricardo sans préambule. « Les nouvelles voyagent vite, » répondit César. « Notre équipe de relations publiques devient folle en essayant de comprendre ce qui se passe. » « Que se passe-t-il, César ?»
César hésita. Devrait-il dire à Ricardo ses soupçons? Non, pas encore. Pas avant d'être sûr. Je vous expliquerai tout demain, dit César. Il y a quelque chose dont je dois m'occuper d'abord. Après avoir raccroché, César alla dans sa chambre et ouvrit le tiroir du bas de sa commode. Sous des pulls soigneusement pliés se trouvait une petite boîte en bois qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il lui restait de Louisa. Quelques photos, le bracelet qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire et la dernière lettre qu'elle avait laissée lorsqu'elle avait quitté sa vie. Il compara l'écriture et des deux notes. Elles correspondaient parfaitement. César repensa à leurs derniers jours ensemble. Louisa avait voulu se marier, fonder une famille. Il lui avait demandé d'attendre quelques années de plus jusqu'à ce qu'il consolide sa position dans l'entreprise. Elle avait déjà attendu 3 ans, avait-elle dit. Elle ne pouvait plus attendre. Savait-elle qu'elle était enceinte lorsqu'elle est partie? Le timing suggérait que ça devait être le cas. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? Le téléphone de César vibra avec un message. C'était de Clara, la femme avec qui il sortait depuis quelques mois. « Dîner demain » disait le message. César le fixa longtemps avant de répondre. « Je dois reporter. Quelque chose s'est présenté. » Il posa le téléphone et retourna aux photos de Louisa. Son visage souriant le regardait, et pour la première fois depuis des années, il se permit de ressentir tout le poids de ce qu'il avait perdu. Le lendemain matin, César se réveilla tôt, après une nuit agitée. Il vérifia constamment ses emails, attendant les résultats de l'ADN. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il fixa l'écran pendant une minute entière avant d'ouvrir le message. Les résultats étaient clairs. 99,9% de probabilité de paternité. Miguel était son fils. César s'adossa à sa chaise, un étrange mélange d'émotions l'envahissant. Il avait un fils, un enfant qu'il n'avait jamais su exister, un garçon qui avait perdu sa mère et qui était maintenant seul au monde. Pas seul, se corrigea César. Plus maintenant. Il passa quelques appels téléphoniques, annulant ses rendez-vous pour la journée. Puis il appela son avocat. « J'ai besoin que vous prépariez les papiers pour une adoption, dit-il, et j'ai besoin que ce soit fait rapidement. »« Adoption » fit écho son avocat, la surprise évidente dans sa voix. « Ce n'est pas un processus simple, César. Il y a des enquêtes sociales, des vérifications des antécédents. »« Faites-le, » coupa César. « Quoi qu'il en coûte. » Ensuite, il appela Elena à l'orphelinat pour lui dire qu'il arrivait. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, son téléphone sonna à nouveau. C'était Ricardo. « Où es-tu » demanda son frère. « Les investisseurs de Dubaï attendent dans la salle de conférence. »« Occupe-temps pour moi, » répondit César. « Urgence familiale. » En raccrochant, César réalisa ce qu'il venait de dire. « Famille. » Pour la première fois de sa vie d'adulte, ce mot avait un sens réel pour lui. Quand il arriva à l'orphelinat, Miguel attendait près de l'entrée, un petit sac à dos à ses pieds. Le garçon leva les yeux lorsque César s'approcha, son visage prudent mais plein d'espoir. « Les résultats des tests sont arrivés, » dit César, s'accroupissant au niveau de Miguel. « Tu avais raison, tu m'attendais ?» Miguel hocha la tête comme s'il l'avait toujours su. « J'aimerais que tu viennes vivre avec moi, » continua César, « si c'est ce que tu veux. »« Maman a dit que tu viendrais me chercher un jour, » dit Miguel doucement. « Elle m'a fait promettre d'être patient. » César sentit un nœud dans la gorge. « Elle avait raison sur beaucoup de choses, ta mère. » Miguel ramassa son sac à dos. « Je suis prêt. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la voiture, César réalisa que rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. L'empire qu'il avait bâti, le pouvoir qu'il avait accumulé, rien de tout cela ne semblait aussi important que la petite main qui tenait la sienne et la seconde chance qui lui avait été donnée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était que le début. De retour à son bureau, Ricardo passait un appel téléphonique. « Quelque chose d'étrange se passe avec César, » dit-il à son interlocuteur. « Il ramène un enfant de l'orphelinat. Nous devrons peut-être accélérer nos plans. » L'appartement penthouse de César était différent avec Miguel. L'espace élégant et moderne, qui avait toujours semblé parfaitement adapté au style de vie de César, semblait maintenant froid et peu accueillant aux yeux d'un garçon de 8 ans. « C'est ta maison maintenant, » dit César en faisant visiter les lieux à Miguel. « On peut faire quelques changements pour que ce soit plus confortable pour toi. » Miguel regarda autour de lui en silence,
absorbant tout avec ses yeux sérieux qui semblaient ne rien manquer. « C'est très grand, dit-il enfin, et très haut. » César hocha la tête. « La chambre d'amis sera la tienne. Demain, on pourra aller faire les magasins pour tout ce dont tu as besoin pour la rendre à ton goût. » Ce soir-là, après avoir installé Miguel, avec un dîner rapide et un nouveau pyjama que son assistante avait dépêché d'acheter, César s'assit dans son bureau pour passer des appels téléphoniques. Le premier était pour son avocat, afin d'accélérer le processus d'adoption. Le second était pour un psychologue pour enfants, recommandé par Elena à l'orphelinat, spécialisé dans l'aide aux enfants confrontés à la perte. Son dernier appel était pour Ricardo, qui avait laissé 6 messages de plus en plus agités tout au long de la journée. « Qu'est-ce que diable se passe ?» demanda Ricardo dès qu'il répondit. « Tu disparais toute la journée, les investisseurs de Dubaï menacent de se retirer, et j'entends des rumeurs selon lesquelles tu adoptes un orphelin ?»« Ce n'est pas juste un orphelin, » dit César. « C'est mon fils. » Il y eut un long silence au bout du fil. « Ton fils ?» répéta enfin Ricardo. « De quoi parles-tu » César expliqua l'histoire de Louisa, la note et le test ADN. « C'est inattendu, » dit Ricardo. Sa voix avait changé, devenant plus mesurée. « Es-tu sûr de ça ? Accueillir un enfant est une énorme responsabilité. Peut-être devrais-tu y réfléchir plus attentivement. »« La décision est prise, » répondit César fermement. « Miguel est mon fils, et il va vivre avec moi. »« Bien, » dit Ricardo après une pause. « Mais qu'en est-il de l'entreprise, de l'accord de Dubaï ? Tu ne peux pas simplement te détourner de tes responsabilités. »« Je ne me détourne de rien. Je serai de retour au bureau demain. Organise une nouvelle réunion avec l'équipe de Dubaï. » Après avoir raccroché, César alla tranquillement dans la chambre de Miguel et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le garçon dormait, une main serrant quelque chose contre sa poitrine. César s'approcha et vit que c'était une photographie dans un petit cadre, une photo de Louisa souriant à la caméra avec l'océan derrière elle. César ressentit une douleur lancinante. Il avait tellement manqué la naissance de Miguel, ses premiers pas, ses premiers mots. Et Louisa, il avait manqué de lui dire au revoir. Il n'aurait jamais l'occasion de s'excuser d'avoir choisi l'ambition plutôt que l'amour. Le lendemain matin, César se réveilla au son inhabituel de mouvements dans son appartement. Pendant un instant, il fut désorienté avant de se souvenir. Miguel. Son fils était là, il trouva le garçon dans la cuisine, déjà habillé avec les vêtements d'hier, essayant d'atteindre un verre dans une armoire haute. « Bonjour, » dit César. « As-tu bien dormi ?» Miguel hocha la tête. « J'avais soif. » César prit un verre et le remplit d'eau. « On devrait faire une liste de ce que tu aimes manger. J'ai besoin de bien approvisionner la cuisine. » Miguel sirota son eau, regardant César par-dessus le bord du verre. « Tu n'as pas de cuisinier ?»« Non, » admit César. « Je mange généralement au restaurant où je commande. Mais on peut changer ça si tu préfères des plats. »« Fais de maison. »« Maman cuisinait toujours, » dit Miguel. Elle faisait les meilleures crêpes. César ressentit une nouvelle vague de chagrin pour tout ce qu'il ignorait de la vie de Louisa et de celle de Miguel. « Je ne suis pas très bon en cuisine, mais je peux apprendre. Ou on peut engager quelqu'un qui fait de bonnes crêpes. » Pour la première fois, Miguel sourit. Un petit sourire hésitant qui transforma son visage sérieux. « Je peux vous montrer comment maman les faisait. Elle m'a appris. » 1 heure plus tard, la cuisine était un désastre de farine et de pâtes, mais ils avaient réussi à faire une pile de crêpes légèrement bancale. Pendant qu'ils mangeaient, César demanda à Miguel de parler de sa vie avec Louisa, où ils avaient vécu, dans quelle école il avait été scolarisé, ce qu'il aimait faire. « On habitait près de la plage, » dit Miguel. « Maman enseignait, à l'école du village. J'y suis allé aussi. »« Et qu'aimes-tu étudier ?» demanda César. « Tout, » répondit Miguel. « Mais surtout les sciences et les maths. J'aime savoir comment les choses fonctionnent. » César sentit une étincelle de connexion. Il avait été le même enfant. « Qu'aimes-tu faire d'autre ? Du sport, des jeux ?» Miguel réfléchit. « J'aime les échecs. Et lire. Maman avait beaucoup de livres. » Pas un enfant de 8 ans typique, pensa César. Mais après tout, il n'avait pas non plus été typique à cet âge-là. Après le petit déjeuner, César appela son assistante. « Marcia, je ne viendrai finalement pas aujourd'hui, et j'ai besoin que vous me trouviez une bonne femme de ménage qui sache cuisiner, et aussi un tuteur pour un garçon de 8 ans. » Il y eut une pause au bout du fil. « Un tuteur, monsieur. Mon fils va vivre avec moi maintenant.
Je vous expliquerai plus tard. Après avoir raccroché, César se tourna vers Miguel. Qu'en est-il de cette virée shopping? On doit acheter des vêtements, des fournitures scolaires, des livres, tout ce que tu veux pour ta chambre. Le grand magasin était bondé, et César se sentait mal à l'aise à pousser un chariot de course, tandis que Miguel choisissait des vêtements avec l'aide d'une vendeuse. Les gens les regardaient, certains prenant discrètement des photos avec leur téléphone. César savait que l'histoire serait dans les tabloïds le soir même. Le milliardaire César Alencar fait les magasins avec un enfant mystérieux. Il était en train de choisir une veste pour Miguel lorsqu'il entendit une voix familière. « César, que fais-tu ici ?» Il se retourna pour voir Clara, la femme avec qui il sortait, le regardant avec surprise. « Clara, » dit-il, se souvenant soudainement qu'il avait annulé leur dîner sans explication. « Je fais les magasins pour mon fils. » Les sourcils parfaitement dessinés de Clara se levèrent. « Ton fils? Depuis quand as-tu un fils ?» Avant que César ne puisse répondre, Miguel apparut, tenant un livre. Il regarda Clara avec ses yeux observateurs. « Tu dois être Miguel, » dit Clara, son ton s'adoucissant tandis qu'elle se baissait au niveau de l'enfant. « Je suis Clara, une amie de ton père. » Miguel hocha poliment la tête mais ne dit rien. « Clara, je suis désolé pour le dîner, » dit César. « Les choses ont été compliquées. J'aurais dû mieux expliquer. »« Clairement, » répondit-elle en se relevant. Elle lança à César un regard qui disait qu'ils en discuteraient plus tard. « Ravi de vous avoir rencontré, Miguel. Peut-être pourrons-nous tous dîner ensemble bientôt. » Après son départ, Miguel leva les yeux vers César. « Elle porte beaucoup de parfum. » César ne put s'empêcher de rire. « Oui, c'est vrai. »« L'aimais-tu comme tu aimais ma maman ?» demanda Miguel, sa franchise prenant César au dépourvu. « Non, » répondit César honnêtement. « Ce que j'avais avec ta mère était spécial. » Miguel sembla satisfait de cette réponse et retourna à l'examen de son livre. Au moment où ils retournèrent au Penthouse, chargés de sacs de course, César avait manqué une douzaine d'appels de Ricardo et du bureau. Pendant que Miguel rangeait ses nouveaux livres sur une étagère, César rappela certains des appels, essayant d'éteindre les incendies à distance. « Les investisseurs de Dubaï sont furieux, » lui dit Ricardo. « Ils menacent de passer chez González à la place. Tu dois être là, César. » « Organise un dîner avec eux ce soir, » dit César. « Je serai là. Et programme la réunion du conseil d'administration pour demain matin, afin que je puisse expliquer la situation correctement. » Après avoir raccroché, César trouva Miguel dans la cuisine, regardant dans le réfrigérateur. « Je dois aller à un dîner d'affaires ce soir, » dit César. « J'ai demandé à Marcia de rester avec toi. » Miguel ferma la porte du réfrigérateur. « Tu reviendras ?» La question frappa César comme un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr, le garçon aurait peur d'être abandonné. « À nouveau. »« Toujours, » promit César. « Je reviendrai toujours. » Marcia arriva 1 heure plus tard, accompagnée d'une femme nommée Elena, qui serait leur nouvelle femme de ménage et cuisinière. Alors que César se préparait à partir pour son dîner, Miguel s'approcha de lui avec quelque chose à la main. « Maman voulait que tu aies ça, » dit-il, tendant une petite enveloppe. César la prit, le cœur battant. « Tu avais ça depuis tout ce temps ?» Miguel hocha la tête. « Maman a dit de te le donner après que tu saches qui j'étais. » César ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et une petite clé. « Je la lirai plus tard, » dit-il en rangeant les deux dans sa poche. Quoi que Louisa ait écrit, il voulait le lire en privé. Au restaurant, César fit de son mieux pour se concentrer sur les investisseurs de Dubaï, mais ses pensées n'arrêtaient pas de dériver vers la lettre dans sa poche et le garçon qui attendait à la maison. À la fin du dîner, il avait réussi à sauver l'affaire, mais de justesse. À son retour à la maison, il trouva Marcia en train de lire un livre dans le salon. « Comment il était ?» demanda César. « Parfait », répondit Marcia. « Il est incroyablement bien élevé pour son âge. »« Mais quoi? Il est très sérieux. Il a à peine souri toute la soirée. Est-ce normal pour lui ?» César soupira. « Je ne sais pas ce qui est normal pour lui pour le moment, mais il a perdu sa mère, a été placé dans un orphelinat et maintenant il vit avec un père qu'il vient de rencontrer. Je pense qu'il a le droit d'être sérieux. » Après le départ de Marcia, César alla voir Miguel qui dormait, puis il alla dans son bureau et sortit la lettre de Louisa. « Mon cher César, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie 2 choses. Je suis partie et tu as trouvé notre fils.
Je suis désolé de ne jamais t'avoir parlé de lui. Quand je suis parti, j'étais en colère et blessé, et puis l'orgueil m'a empêché de tendre la main. Au moment où j'ai réalisé mon erreur, tu avais repris ta vie, construit ton empire, et je ne voulais pas perturber ça avec un enfant que tu n'avais jamais demandé. Miguel est spécial, César. Non seulement parce qu'il est notre fils, mais parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Il ressent les choses profondément. Il a besoin d'un père qui comprendra ça chez lui. La clé appartient à un coffre-fort à la Coastal Bank de Porto Verde. À l'intérieur se trouve tout ce que tu as besoin de savoir sur la vie de Miguel jusqu'à présent. Photos, dossiers médicaux, bulletins scolaires. Je lui ai également laissé mes petites économies et la maison près de la plage. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, César, et j'ai dit à Miguel toutes les bonnes choses à ton sujet. Il mérite de connaître son père, et tu mérites de connaître ton fils. Prends soin de notre garçon. Avec amour, Louisa. César lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur son visage, toutes ces années perdues à cause de l'orgueil et de l'ambition. Il ne perdrait plus de temps. Le lendemain matin, César emmena Miguel au siège social d'Alencar Enterprise, un gratte-ciel scintillant du quartier financier. La réunion du conseil d'administration était prévue à 10 heures, et César avait décidé que Miguel devait être présent. « C'est ici que vous travaillez ?» demanda Miguel en entrant dans le vaste hall au sol en marbre et à l'art moderne. « Oui, » répondit César, « un jour tout cela vous appartiendra. » Alors qu'il montait en ascenseur au dernier étage, César posa une main sur l'épaule de Miguel. « Les personnes que nous allons rencontrer vont peut-être vous poser beaucoup de questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ce que vous ne voulez pas. » La salle du conseil tomba silencieuse à l'entrée de César et Miguel. Ricardo, assis au bout de la table, regarda le garçon avec une surprise non dissimulée. « Messieurs, madame » s'adressa César au conseil, faisant un signe de tête à la seule membre féminine. « Je vous présente Miguel Santos Alencar. Mon fils, depuis hier, j'ai entamé la procédure d'adoption formelle, bien que des tests ADN aient déjà confirmé notre lien de parenté. » Les membres du conseil échangèrent des regards de choc et de confusion. Le visage de Ricardo était devenu pâle. César intervint, l'un des membres du conseil les plus âgés. « Ceci est une sacrée surprise. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, sans la présence de l'enfant. »« Miguel reste avec moi, » déclara César fermement. « Et il n'y a rien à discuter. Je vous informe d'un changement dans ma vie personnelle qui affectera mon emploi du temps, mais pas mon engagement envers cette entreprise. » Ricardo se leva. « Frère, pouvons-nous parler dehors un instant ?» Dans le couloir, la façade composée de Ricardo se fissura. « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas simplement amener un gamin ici et annoncer qu'il est ton héritier? C'est mon fils, Ricardo, mon sang. Et oui, un jour, il héritera de tout ce qui est à moi. Tu le connais depuis combien de temps? 2 jours ?» Siffla Ricardo. « C'est insensé. Il faut ralentir, réfléchir à ce que tu fais. » César étudia le visage de son frère. « Pourquoi es-tu si contrarié par ça? Miguel ne change pas ta position dans l'entreprise. »« Ce n'est pas une question d'entreprise, » rétorqua Ricardo. « C'est une question de décision hâtive qui nous concerne tous. » Dans la salle du conseil, Miguel s'assit tranquillement, sur la chaise de César, observant les costumes coûteux et les visages tendus autour de lui. L'une des membres du conseil, une femme âgée nommée Béatrice, lui sourit gentiment. « Alors, Miguel, qu'est-ce que tu penses de la ville jusqu'à présent ?» demanda-t-elle. « C'est très bruyant, » répondit Miguel honnêtement. « Et il n'y a pas d'océan. »« Non, pas beaucoup d'océan ici, » acquiesça Béatrice. « Habitais-tu près de la mer avant ?» Miguel hocha la tête. « À Porto Verde, dans une maison bleue sur la colline. » À la mention de Porto Verde, un homme à l'autre bout de la table leva les yeux brusquement. C'était Antonio Melo, l'un des nouveaux membres du conseil. « Porto Verde » répéta-t-il. « Intéressante. Coincidence. Nous venons d'acquérir des propriétés là-bas pour le nouveau projet de complexe hôtelier. » Avant que Miguel ne puisse répondre, César et Ricardo retournèrent dans la salle. César remarqua le regard pensif d'Antonio, mais fut distrait par le besoin de remettre la réunion sur les rails. Alors qu'ils quittèrent le bâtiment plus tard, César demanda à Miguel « Qu'as-tu pensé de l'entreprise ?» Miguel réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « C'est grand, et tout le monde semble inquiet, » César rit. « C'est ça, les affaires. Il y a toujours de quoi s'inquiéter. » Ce que César ne remarqua pas,
c'est le long regard que Ricardo échangea avec Antonio alors qu'il sortait. Il ne vit pas non plus Ricardo sortir son téléphone et passer un appel dès qu'il fut parti. « Nous devons parler », dit Ricardo au téléphone. « C'est au sujet de Porto Verde. Il y a eu une complication. » 2 semaines passèrent, dans un tourbillon d'activités, alors que César et Miguel s'installaient dans une routine ensemble. Le processus d'adoption avait été accéléré grâce aux relations et à la richesse de César, bien qu'il restait des formalités à accomplir. Un tuteur venait chaque jour au Penthouse pour évaluer le niveau d'éducation de Miguel et le faire apprendre jusqu'à ce que César choisisse une école permanente. Chaque matin, César et Miguel prenaient le petit déjeuner ensemble avant que César ne parte pour le bureau. Elena, leur gouvernante, restait avec Miguel pendant la journée et César veillait à être à la maison pour le dîner chaque soir. « Nous devrions aller à Porto Verde ce week-end », dit César à Miguel un soir alors qu'il mangeait les pâtes préparées par Elena. « Je veux voir où vous et votre mère habitiez. » Les yeux de Miguel s'illuminèrent. « On peut rester dans notre maison, la bleue sur la colline ?»« Bien sûr, » répondit César. « C'est ta maison. Et j'ai besoin de visiter la banque là-bas. Ta mère m'a laissé quelque chose. » Le lendemain au bureau, César informa Ricardo de ses projets. « Je serai absent pour le week-end. Tu devras gérer tout ce qui se présente. » Ricardo fronça les sourcils. « Ce n'est pas le bon moment pour être absent. Le projet du complexe hôtelier côtier est à une étape critique. Antonio négocie avec les autorités locales de Porto Verde au sujet des acquisitions foncières. « Ça peut attendre lundi, » dit César fermement. « C'est important pour Miguel et pour moi. » Plus tard, alors que César s'apprêtait à partir pour la journée, Antonio Mello apparut à la porte de son bureau. « Avez-vous un instant ?» demanda Antonio. César lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de son bureau. « Que puis-je faire pour vous, Antonio ?»« Je comprends que vous allez à Porto Verde ce week-end, » dit Antonio en s'installant sur la chaise. « Je me demandais si vous pourriez jeter un coup d'œil aux propriétés que nous avons acquises là-bas, me donner votre évaluation personnelle de la situation. » César étudia l'homme attentivement. Antonio avait rejoint le conseil il y a tout juste 1 an, apportant avec lui de précieux contacts dans l'industrie hôtelière. Il était lisse, raffiné et ambitieux, des qualités que César admirait généralement. « C'est un voyage personnel, » répondit César. « J'emmène mon fils visiter son ancienne maison. »« Bien sûr, hocha la tête Antonio. « Mais puisque vous y serez de toute façon, le fait est que nous avons quelques problèmes avec quelques propriétaires récalcitrants. Ils refusent de vendre, ce qui complique nos plans de développement. »« Quelle propriété ?» demanda César, son intérêt piqué malgré lui. Antonio sortit une tablette et montra à César une carte de Porto Verde. Ces parcelles le long du littoral, en particulier cette zone ici sur la colline surplombant la baie, c'est l'endroit idéal pour nos villas haut de gamme. César ressentit un frisson en reconnaissant l'endroit. C'est là que Miguel et sa mère vivaient. L'expression d'Antonio ne changea pas, mais César perçut un éclair de quelque chose dans ses yeux. « Ah bon? Quelle coïncidence !» Ce soir-là, alors que Miguel se préparait pour le coucher, César appela son avocat. « J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose pour moi, » dit-il. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur la propriété de Luisa Santos à Porto Verde et renseignez-vous sur toutes les acquisitions foncières récentes d'Alencar Enterprises dans cette zone. »« Y a-t-il un problème ?» demanda l'avocat. « Je n'en suis pas encore sûr, » répondit César, « mais je veux savoir dans quoi je m'engage. » Le lendemain matin, César et Miguel partirent pour Porto Verde dans la voiture de sport élégante de César. En laissant derrière eux la congestion de la ville, Miguel devint plus animé, indiquant des points de repère qu'il reconnaissait en se rapprochant de la ville côtière. « Voilà la boutique de glace où maman m'emmenait après l'école, » dit-il. « Et voilà le parc avec le grand toboggan. » Porto Verde était une ville pittoresque nichée entre des collines verdoyantes et l'étendue bleue de l'océan. Elle avait le charme d'un endroit pas encore gâché par un développement excessif, avec ses bâtiments colorés et ses rues étroites. Suivant les indications de Miguel, César monta par une route sinueuse jusqu'à une maison bleue, modeste mais bien entretenue avec un toit en tuiles rouges. De sa position sur la colline, elle offrait une vue spectaculaire sur la baie en contrebas. « C'est notre maison !» s'exclama Miguel avec plus d'excitation que César ne l'avait encore vue chez lui. À l'intérieur, la maison était exactement comme Luisa l'avait laissée,
propre et rangé avec des meubles simples et confortables. Des photos de Miguel et Luisa ornèrent les murs. César traversa les pièces lentement, absorbant la vie que son ancienne amante avait construite sans lui. C'était une maison heureuse, il pouvait le dire, modeste, mais pleine d'amour. « C'est à ma chambre », dit Miguel, conduisant César dans une petite chambre avec des étagères remplies de livres et un télescope près de la fenêtre. « Tu aimes les étoiles ?» demanda César en touchant le télescope. Miguel hocha la tête. « Maman et moi, nous regardions les étoiles chaque nuit claire. Elle connaissait toutes les constellations. » Ce soir-là, après avoir couché Miguel dans sa vieille chambre, César s'assit sur la véranda surplombant la baie. Les lumières de Porto Verde brillaient en contrebas, et la lune projetait un chemin d'argent sur l'eau. Il pouvait comprendre pourquoi Luisa avait choisi cet endroit pour élever son fils. C'était paisible, beau, sûr. Son téléphone sonna, brisant le silence. C'était son avocat. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », dit l'avocat sans préambule. « La propriété où vivait Luisa Santos est l'un des derniers refusés du projet de développement touristique. D'après les documents, elle a refusé plusieurs offres d'achat. »« Et après sa mort ?» demanda César. « La propriété est revenue à Miguel, avec une fiducie administrée par un avocat local jusqu'à ses 18 ans. L'avocat a continué à refuser toutes les offres. » César fronça les sourcils. « Et Alencar Enterprise, quelle est notre implication ? » « C'est là que ça devient étrange, » répondit l'avocat. « Officiellement, Alencar Enterprise possède 30% des parts de Coastal Developments Ltd, la société qui rachète les propriétés. Mais en creusant un peu, j'ai découvert que Ricardo et Antonio Melo possèdent personnellement 40% supplémentaires par le biais de sociétés écrans. » César sentit un frisson le parcourir. « Ils ont le contrôle. »« Oui, » confirma l'avocat. « Et il y a plus. Il y a une clause dans le contrat de développement qui accorde d'énormes bonus aux principaux intéressés s'ils acquièrent toutes les propriétés de cette zone, ce qui inclut la maison. »« De Luisa. Merci, dit César, je vais m'en occuper. » Le lendemain matin, César emmena Miguel à la Coastal Bank au centre-ville. Le directeur, qui avait manifestement été prévenu de la visite imminente de César, les escorta personnellement jusqu'à la salle des coffres. « Nous avons conservé le coffre-fort comme l'a demandé Madame Santos, » dit le directeur en baissant son type, ouvrant le coffre avec sa clé. César utilisa la clé de Luisa pour terminer l'opération. À l'intérieur du coffre se trouvait une pile d'albums photos, une clé USB, un dossier de documents et une enveloppe scellée à son nom. Le Tati, directeur, les laissa seuls dans une salle privée pour examiner le contenu. César ouvrit d'abord l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une autre lettre de Luisa. « Cher César, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que tu as rencontré notre fils et que tu es venu à Porto Verde. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a environ 1 an, des hommes représentant une société de développement ont commencé à me faire pression pour vendre notre maison. Lorsque j'ai refusé, la pression a augmenté. D'étranges accidents ont commencé à se produire. Un incendie. Dans notre jardin, une défaillance des freins de ma voiture. Je ne peux rien prouver, mais je crois que ce n'était pas des accidents. J'ai tout documenté sur la clé USB. Si quelque chose m'arrive, protège Miguel et notre maison. C'est son droit d'aînesse et son avenir. Il y a une autre chose que tu devrais savoir. L'un des hommes venus négocier a mentionné ton nom, prétendant que tu étais derrière le développement. Je ne l'ai pas cru. Le César que je connaissais n'aurait jamais recours à de telles tactiques, mais cela m'a fait me demander qui pourrait utiliser ton nom. Fais confiance à personne, César, pas même à ceux qui te sont les plus proches. Amour, Luisa. César fixa la lettre, une froide fureur montant en lui. Quelqu'un avait utilisé son nom, sa société, pour menacer Luisa. Et maintenant, ce même quelqu'un pourrait être responsable de sa mort. Il brancha la clé USB sur son téléphone et parcourut rapidement les fichiers. Luisa avait été méticuleuse. Photos des dégâts matériels, enregistrement d'appels téléphoniques menaçants, copie des offres d'achat de plus en plus agressives, et sur une photo, à peine visible à l'arrière-plan d'une réunion communautaire sur le développement, se trouvait Antonio Melo. Le téléphone de César sonna de nouveau. C'était Ricardo. « Où es-tu » demanda son frère. « J'essaie de te joindre depuis ce matin. »« Je suis à la banque de Porto Verde » répondit César, gardant une voix neutre. « Y a-t-il un problème ?»« Aucun problème » dit rapidement Ricardo. «
Je voulais juste te faire savoir qu'Antonio est aussi à Porto Verde aujourd'hui. Il pourrait te rencontrer, te montrer les plans de développement. Ce ne sera pas nécessaire, dit César. Miguel et moi passons un week-end privé. Après avoir raccroché, César regarda son fils, qui feuilletait l'un des albums photos. Miguel, dit-il doucement, je dois te poser une question importante. Les hommes qui voulaient que ta mère vende la maison, les... As-tu jamais vu? Miguel leva les yeux, son expression redevenant sérieuse. Oui, ils venaient parfois à la maison. Maman me faisait monter dans ma chambre, mais je pouvais les entendre se disputer. Les reconnaîtrais-tu si tu les revoyais? Miguel hocha lentement la tête. L'un d'eux était à ton bureau, l'homme qui a posé des questions sur Porto Verde. Antonio, confirma César. Il y avait un autre homme aussi, continua Miguel. Il n'est venu qu'une fois vers la fin quand maman était très malade. Il a dit qu'il était ton frère. César eut l'impression de recevoir un coup de poing. Ricardo est venu ici? Il a parlé à ta mère? Miguel hocha de nouveau la tête. Il a dit que si elle ne vendait pas, de mauvaises choses arriveraient. C'est à ce moment-là que maman a décidé de m'envoyer à l'orphelinat si elle ne guérissait pas. Elle a dit que tu me retrouverais là-bas. César serra son fils dans ses bras, l'esprit bouillonnant. Ricardo et Antonio avaient fait pression sur Luisa pour qu'elle vende alors qu'elle mourait d'un cancer. Ils l'avaient menacée. Et le moment de sa mort, était-ce vraiment des causes naturelles? Miguel, dit César, se retirant pour regarder le garçon dans les yeux. Je te le promets, personne ne te prendra jamais ta maison. Et je vais découvrir exactement ce qui est arrivé à ta mère. De retour à la Maison Bleue, César examinait les documents de Luisa lorsqu'une voiture s'engagea dans l'allée. Par la fenêtre, il vit Antonio Melo en descendre, suivi de Ricardo. « Miguel, » dit rapidement César, « va dans ta chambre et ferme la porte à clé. Ne sors pas avant que je t'appelle. » Une fois Miguel en sécurité à l'étage, César ouvrit la porte d'entrée avant que son frère ne puisse frapper. « Quelle surprise !» dit-il froidement. « Je ne m'attendais pas à de la compagnie. » Ricardo sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Nous étions dans le coin pour le projet de développement. Nous avons pensé nous arrêter pour te dire bonjour. Entrez, je vous prie, dit César en se retirant. Antonio entra le premier, regardant le modeste salon avec un dédain à peine dissimulé. Endroit charmant, dit-il. Mais vous voyez pourquoi il est plus logique qu'il fasse partie de notre développement. Asseyez-vous, ordonna César. Tous les deux. Quelque chose dans son ton les fit obéir. César resta debout, les regardant de haut. « Je sais tout », dit-il simplement. « Sur la façon dont vous avez fait pression sur Luisa pour qu'elle vende, sur les accidents qui se sont produits après son refus, sur votre venue ici alors qu'elle était mourante et que vous l'avez menacée. » Le visage de Ricardo pâlit. « César, quoi que tu penses savoir, j'ai des preuves, » l'interrompit César. Luisa a tout documenté. Photos, enregistrements, dates, nom. Elle a été très minutieuse. La façade lisse d'Antonio se fendilla légèrement. Les affaires sont les affaires. Nous avons fait des offres justes. Juste? César rit sans humour. Vous avez menacé une femme mourante. Vous avez essayé de profiter de son état pour lui voler sa propriété. Une propriété qui appartenait à mon fils. Nous ne savions pas qu'il était ton fils, protesta Ricardo. Comment aurions-nous pu? Tu n'as jamais mentionné Luisa après son départ. Cela n'excuse pas ce que vous avez fait, répondit César. Et cela n'explique certainement pas pourquoi vous avez continué à poursuivre cette propriété après que je vous ai dit que Miguel était mon fils, après que je vous ai dit que c'était sa maison. Ricardo et Antonio échangèrent des regards. Le développement est trop important, dit finalement Antonio. Les contrats sont signés, les investisseurs engagés. Nous avons besoin de ce terrain pour terminer le projet. Et le fait que vous deux puissiez personnellement gagner des millions de bonus si vous acquérez toutes les propriétés n'a rien à voir là-dedans, demanda César. Ricardo se leva brusquement. Tu en fais trop. Personne n'a menacé personne. Nous avons négocié avec agressivité, c'est tout. Avez-vous eu quelque chose à voir avec la mort de Luisa? Demanda César sans détour. Le choc sur le visage de Ricardo sembla sincère. Quoi? Non. Elle avait un cancer, César. C'était tragique mais naturel. Je vais découvrir la vérité, promit César. Et si je découvre que l'un ou l'autre d'entre vous a eu quoi que ce soit à voir avec l'aggravation de sa maladie, je vous ferai payer. Antonio se leva également, son calme retrouvé. C'est ridicule. Nous sommes des hommes d'affaires, pas des meurtriers.
et cette propriété est toujours essentielle à notre développement. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Sortez, interrompit César, tous les deux. Et sachez ceci, non seulement cette propriété ne fera jamais partie de votre projet, mais à partir de demain, je lance une enquête complète sur Coastal Developments et votre implication dans ce projet. Après leur départ, César appela Miguel de sa chambre. « Étaient-ce les hommes qui ont dérangé maman ?» demanda César. Miguel hocha la tête solennellement. « Celui aux cheveux gris a dit qu'il était votre frère. Il a dit à maman que vous vouliez qu'elle vende la maison. » La mâchoire de César se serra. Il a menti. Je n'ai jamais su l'existence de cette maison ni la vôtre avant de vous rencontrer à l'orphelinat. Ce soir-là, après que Miguel se fut endormi, César s'assit de nouveau sur la véranda réfléchissant. Le projet de développement était légitime en principe. Une station balnéaire créerait des emplois et attirerait le tourisme à Porto Verde. Mais les méthodes utilisées par Ricardo et Antonio étaient inacceptables, et il restait la question de la mort de Luisa. S'agissait-il vraiment de causes naturelles, ou le stress et le harcèlement avaient-ils accéléré son déclin? César n'était pas sûr de le savoir un jour avec certitude. Son téléphone sonna. C'était Clara. « Êtes-vous toujours à Porto Verde ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit César, « avec Miguel. Je pensais que vous devriez le savoir, dit Clara. Il y a des rumeurs qui circulent dans le monde des affaires à propos de votre départ d'Alencar Enterprise pour vous consacrer à l'éducation de votre fils récemment découvert. » César fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. Où avez-vous entendu cela ? » « À un événement caritatif ce soir. Ricardo était là, disant à tout le monde à quel point il est préoccupé par votre état d'esprit depuis que vous avez retrouvé Miguel. Il a laissé entendre que vous ne preniez peut-être plus de décisions rationnelles. » César serra le téléphone dans sa main. « Merci de me l'avoir dit. » Après avoir raccroché, César passa un autre appel, cette fois à Béatrice, la femme âgée du conseil d'administration qui avait été gentille avec Miguel. « Béatrice, j'ai besoin de votre aide, » dit-il lorsqu'elle répondit. « J'ai besoin que vous convoquiez une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain après-midi. Et il faut que cela reste absolument secret. »« Que se passe-t-il, César ?» demanda-t-elle. « Une tentative de prise de contrôle de la société, » répondit-il. « Je vous expliquerai tout demain. Assurez-vous simplement que tous les membres du conseil soient présents, en particulier Ricardo et Antonio. » Le lendemain matin, César et Miguel firent leurs bagages pour retourner en ville. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, César jeta un dernier regard sur la vue depuis la colline. « Nous reviendrons bientôt, » promit-il à Miguel. « Ce sera toujours ta maison. » Pendant le trajet de retour, César rappela son avocat. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les transactions financières de Ricardo et Antonio au cours des 5 dernières années. Et je veux un examen complet des dossiers médicaux de Luisa Santos. J'ai besoin de savoir s'il existe une possibilité que sa mort n'ait pas été entièrement naturelle. »« Vous suspectez un acte criminel ?» demanda l'avocat. « Je ne sais plus quoi suspecter, » dit César honnêtement, « mais j'ai l'intention de le découvrir. » À leur arrivée au Penthouse, Elena les accueillit chaleureusement. « Bienvenue à la maison. Vous avez plusieurs messages, monsieur Alencar, et un colis est arrivé pendant votre absence. Le colis était petit, livré par un courrier sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une clé USB semblable à celle que Luisa avait laissée, avec une note qui disait simplement « Vous posez les bonnes questions. Voici quelques réponses. » César la branche à son ordinateur et est stupéfait, parce qu'il trouve des emails internes entre Ricardo et Antonio discutant de la manière de forcer Luisa à vendre, y compris un email effrayant qui disait « Si le cancer ne la prend pas assez vite, nous devrons peut-être accélérer les choses. » Il était impossible de vérifier si les emails étaient authentiques, mais ils correspondaient à tout ce que César avait appris jusqu'à présent. Il copia les fichiers et les envoya à son avocat avec pour instruction de les authentifier si possible. Puis, il se prépara pour la réunion du conseil d'administration qui déterminerait non seulement l'avenir d'Alencar Enterprise, mais aussi peut-être la justice pour Luisa. Ce que César ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Ricardo faisait ses propres préparatifs. Dans son bureau de l'autre côté de la ville, Ricardo regarda Antonio avec détermination. « Nous devons agir maintenant, » dit-il. « Le détective privé que j'ai engagé l'a confirmé. César en sait trop. Si nous n'agissons pas avant la réunion du conseil d'administration de demain, tout ce pour quoi nous avons travaillé est terminé. » Antonio hocha la tête sombrement. « Et le garçon,
L'expression de Ricardo se durcit. Le garçon est la clé. Sans lui, César n'a rien. Aucune preuve, aucun héritier, aucun but. Que suggérez-vous? Demanda prudemment Antonio. Demandez à nos gens à Porto Verde de fouiller à nouveau cette maison. Il doit y avoir quelque chose que nous avons manqué. Et quant au garçon? Ricardo fit une pause. Assurez-vous qu'il ne soit pas à cette réunion du conseil d'administration demain, par tous les moyens nécessaires. Le matin de la réunion extraordinaire du conseil d'administration, une impression de malaise régnait. César avait passé la majeure partie de la nuit à examiner les preuves contre Ricardo et Antonio, préparant son dossier. Il avait peu dormi, mais sa détermination le maintenait alerte. Au petit déjeuner, César regarda Miguel avec inquiétude. Le garçon était plus calme que d'habitude, poussant sa nourriture sur son assiette au lieu de manger. « Vas-tu bien » demanda César. Miguel hocha la tête, mais ses yeux avaient un air inquiet. « Les méchants vont essayer quelque chose aujourd'hui. » César posa sa tasse à café. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Je les ai entendus parler à notre maison, » dit Miguel. « Quand j'étais à l'étage, ils ont dit qu'ils ne vous laisseraient pas les arrêter. » César tendit la main à travers la table et prit la main de Miguel. « Je ne les laisserai pas te faire de mal. Je te le promets. »« Je ne m'inquiète pas pour moi, » répondit Miguel avec une maturité qui surprenait toujours César. « Je m'inquiète pour toi. » César serra la main de son fils. « Nous allons nous protéger mutuellement. Aujourd'hui, je vais m'assurer que Ricardo et Antonio ne pourront plus jamais nous menacer. » Après le petit déjeuner, César appela Béatrice. « La réunion du conseil d'administration est-elle organisée ?»« Ah oui, à 15h cet après-midi, » confirma-t-elle. « J'ai parlé personnellement à chaque membre du conseil, sauf Ricardo et Antonio. Ils ont reçu la notification officielle, mais ils n'ont pas répondu. »« Ils seront là, » dit César avec certitude. « Ils voudront se défendre. » Le prochain appel de César fut pour son équipe de sécurité. « J'ai besoin d'une protection supplémentaire pour mon fils aujourd'hui, et je veux que la sécurité du bâtiment de bureau soit doublée, avec une attention particulière au niveau de la salle du conseil. » Son chef de la sécurité sembla surpris. « Vous attendez à des problèmes, monsieur ?»« Je ne prends aucun risque, » répondit César. « Et une dernière chose, je veux que quelqu'un surveille Ricardo et Antonio. J'ai besoin de savoir où ils sont et ce qu'ils font. » La sécurité étant organisée, César s'assit avec Miguel. « Je dois assister à une réunion très importante cet après-midi. Elena restera avec toi et il y aura des gardes de sécurité à l'extérieur du bâtiment. »« Je veux venir avec toi, » dit immédiatement Miguel. César secoua la tête. « Ce n'est pas sûr. Ces hommes, Ricardo et Antonio, sont désespérés maintenant. J'ai besoin de savoir que tu es protégé pendant que je m'occupe d'eux. »« Mais tu seras seul, » protesta Miguel. « Je ne serai pas seul, » l'assura César. « J'aurai la sécurité et des alliés au conseil. » Miguel avait l'air peu convaincu, mais hocha la tête à contre-cœur. Pendant ce temps, Ricardo était dans son bureau avec Antonio, finalisant leur plan. « Nous devons déplacer les actifs avant la réunion, » disait Ricardo. « Transférer tout de Coastal Developments vers nos comptes offshore. » Antonio avait l'air nerveux. « Cela va laisser des traces. Mieux vaut des traces que la prison, » lança Ricardo. « Une fois que César aura présenté ses preuves au conseil, nous aurons fini à moins d'avoir sécurisé nos actifs. » La porte du bureau de Ricardo s'ouvrit et Clara entra sans frapper. Ricardo leva les yeux avec irritation. « Je suis occupé, Clara. Quoi que ce soit, ça devra attendre. »« C'est à propos de César, » dit Clara, ignorant son refus, « et de son fils. » L'expression de Ricardo changea. « Qu'est-ce qu'il leur arrive ?»« César prépare quelque chose de gros aujourd'hui, » dit Clara. « Il pense que vous avez eu un rôle dans la mort de son ex-petite amie. Et comment le sauriez-vous » demanda Antonio avec suspicion. Clara sourit froidement. « Parce que César me fait confiance, ou du moins, il me faisait confiance. Jusqu'à ce que j'annule notre dîner hier soir parce que j'assistais à un événement caritatif avec vous, Ricardo. » Ricardo échangea un regard avec Antonio. « Que voulez-vous, Clara ? La même chose que vous, » répondit-elle en s'installant dans un fauteuil sans y être invitée. « Une part d'Alancar Enterprises. César allait faire de moi une associée, mais maintenant cet enfant est apparu, et soudain je suis devenu une pensée secondaire. »« Que proposez-vous » demanda Ricardo avec prudence. « Des informations. » dit Clara. « Je sais où sera le garçon cet après-midi pendant votre réunion du conseil, et je sais que sans le garçon,
César n'a aucun réel levier contre vous. De retour dans le penthouse, César s'apprêtait à partir pour le bureau lorsque son avocat l'appela. « J'ai une confirmation », dit l'avocat sans préambule. « Les emails sur cette clé USB sont authentiques. Ils proviennent des comptes de Ricardo et d'Antonio, et j'ai examiné les dossiers médicaux de Louisa. Il y a quelques incohérences dans son traitement OB. Cours des dernières semaines. Quel genre d'incohérence ? Demanda César. Ses analgésiques ont été changés 3 fois au cours de son dernier mois, à chaque fois pour une dose plus forte. Le dernier changement n'a pas été correctement documenté. Et il y a eu un visiteur non autorisé dans sa chambre d'hôpital la nuit précédant sa mort. Le registre des visiteurs indique simplement « amis de la famille », mais j'ai demandé les images de la caméra de sécurité de cette nuit-là. César sentit une rage froide monter en lui. Si Ricardo avait d'une manière ou d'une autre précipité la mort de Louisa, « Envoyez tout à mon bureau », ordonna César, « et contactez la police. Je veux qu'ils soient sur place. » Après avoir raccroché, César alla faire ses adieux à Miguel. Le garçon était dans sa chambre lisant un de ses nouveaux livres. « Je serai de retour dès que la réunion sera terminée. » Promit César. « Reste avec Elena et n'ouvre la porte à personne. » Miguel posa son livre et fit un câlin à César. « Fais attention, papa. » C'était la première fois que Miguel l'appelait ainsi, et César sentit son cœur se gonfler, d'émotion et de détermination. « Je le ferai. » Au moment où la voiture de César quittait l'immeuble, une élégante berline noire, garée de l'autre côté de la rue, démarra son moteur et la suivit à une distance discrète. Chez Alencar, Enterprise, l'atmosphère était tendue. Les employés sentaient que quelque chose de gros se passait, avec du personnel de sécurité stationné dans tout le bâtiment et des conversations murmurées dans chaque coin. César alla directement à son bureau, où Béatrice l'attendait. « Les membres du conseil arrivent tous tôt, » rapporta-t-elle. « Tout le monde est curieux à propos de cette réunion d'urgence. Et Ricardo, Antonio, ils ont confirmé qu'ils seraient là. Ils essaient d'avoir l'air confiants, mais ils sont nerveux. Ricardo passe des appels toute la matinée, et Antonio consulte sans cesse sa montre comme s'il attendait quelque chose. » César hocha la tête sombrement. « Ils préparent quelque chose, mais moi aussi. » Au penthouse, Elena préparait le déjeuner lorsque la sonnette retentit. Elle alla à l'interphone. « Livraison pour Monsieur Alencar », répondit une voix masculine. Elena fronça les sourcils. « Monsieur Alencar n'est pas à la maison. Je peux la prendre. J'ai besoin d'une signature. » D'un membre de la famille. « C'est un document légal. » Elena hésita. « Je vais devoir vérifier auprès de la sécurité. » Alors qu'Elena appelait le poste de sécurité, Miguel sortit de sa chambre. « Il y a un problème ?» demanda-t-il. « Juste une livraison », répondit Elena. « La sécurité s'en occupera. » Mais lorsqu'elle tenta de joindre l'agent de sécurité qui aurait dû être posté devant leur porte, il n'y eut pas de réponse. Un sentiment d'inquiétude la gagna. « Miguel, retourne dans ta chambre et verrouille la porte, » dit-elle doucement. « Ne sors pas avant que je t'appelle. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, mais il hocha la tête et retourna dans sa chambre. Elena alla à la cuisine et prit un couteau dans le tiroir avant de s'approcher de la porte avec prudence. Elle regarda par le judas mais ne vit personne. Puis la porte s'ouvrit en éclats avec fracas, faisant trébucher Elena en arrière. 2 hommes en uniforme de livreur se précipitèrent à l'intérieur. « Où est le garçon ?» demanda l'un. « 201. » Elena brandit le couteau. « Sortez. La sécurité sera là dans 1 minute. »« La sécurité ne viendra pas, » dit le 2e homme avec un sourire cruel. « Maintenant, où est le garçon ?» À ce moment-là, la porte de Miguel s'ouvrit et il sortit. Mais au lieu d'avoir l'air effrayé, il avait l'air calme. « Je suis là, » dit-il fermement, « mais vous êtes trop tard. » Les hommes se dirigèrent vers lui, mais Elena se jeta sur leur chemin, brandissant le couteau. L'un des hommes attrapa son bras et le tordit jusqu'à ce qu'elle laisse tomber l'arme avec un cri de douleur. « Cours, Miguel !» cria-t-elle. Mais Miguel ne courut pas. Au lieu de cela, il sortit un téléphone portable, le 2e téléphone de César qu'il avait laissé à son fils pour les urgences. « Papa !» dit Miguel dans le téléphone, « ils sont là. » Chez Alencar Enterprise, César révisait sa présentation une dernière fois lorsque son téléphone d'urgence sonna. Lorsqu'il entendit la voix de Miguel et la commotion en arrière-plan, il sentit son sang se glacer. « Reste en ligne !» ordonna-t-il, courant déjà vers la porte. « J'arrive »
Dans le couloir, il faillit entrer en collision avec Marcia. « Appelez la police », cria-t-il. « Envoyez-les à mon appartement et trouvez Ricardo, ne le laissez pas quitter le bâtiment. » César courut vers l'ascenseur, appuyant à plusieurs reprises sur le bouton. Quand il n'arriva pas assez vite, il courut vers les escaliers, les prenant deux à la fois. Alors qu'il débouchait dans le hall, il vit Ricardo sortir d'un autre ascenseur. « Où est-il » demanda César, attrapant son frère par les revers et le plaquant contre le mur. « Qu'avez-vous fait » Le visage de Ricardo exprima une confusion. « Réelle. De quoi parlez-vous » « Des hommes sont dans mon appartement en ce moment à la recherche de Miguel. Si quelque chose lui arrive, » la compréhension apparut sur le visage de Ricardo, suivie d'une expression que César ne pouvait pas tout à fait lire. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » dit Ricardo doucement. « Ils étaient juste censés l'emmener quelque part en sécurité après la réunion. » L'étreinte de César se resserra. « Rappelle-les. Maintenant !» Ricardo sortit son téléphone, mais avant qu'il ne puisse composer, des agents de sécurité s'approchèrent. « Monsieur Alencar, la police, se rend à votre appartement, » rapporta l'un d'eux, « et nous avons arrêté une femme qui essayait de quitter le bâtiment, Clara Montenegro. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler d'urgence. » César regarda son frère avec dégoût. « Tu vas rappeler tes hommes, et ensuite tu iras dans la salle de réunion pour faire face à ce que tu as fait. Tout. » De retour au penthouse, les deux hommes avaient acculé Miguel et Elena dans la cuisine. Elena se tenait de manière protectrice devant le garçon, essayant toujours de les tenir à distance, malgré son bras blessé. « Le patron veut juste parler à l'enfant, » dit un homme. « Personne n'a besoin d'être blessé si vous coopérez. »« Mon papa arrive, » dit Miguel avec certitude. « Et la police ?» Comme sur commande, des sirènes sonnèrent au loin, devenant de plus en plus fortes. Les hommes échangèrent des regards nerveux. « Il faut y aller, maintenant. Amenez le... Garçon !» L'un d'eux se jeta en avant, repoussant Elena. Elle trébucha et tomba, se cognant la tête contre le comptoir avec un bruit sourd. Miguel cria lorsque l'homme attrapa son bras, mais à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce fut l'équipe de sécurité du bâtiment, suivie de près par des policiers. Les intrus furent rapidement maîtrisés et menottés, tandis que les ambulanciers s'occupaient d'Elena, inconsciente mais qui respirait. Miguel accourut à ses côtés, les larmes coulant sur son visage. « Est-ce qu'elle va bien ?» Un des ambulanciers hocha la tête de manière rassurante. « Elle a une commotion cérébrale, mais elle va s'en sortir. » Quelques minutes plus tard, César arriva, se frayant un chemin à travers la foule pour rejoindre son fils. Miguel se jeta dans les bras de son père. « Je savais que tu viendrais, » murmura Miguel. César le serra fort dans ses bras. Toujours, après s'être assuré qu'Elena recevrait les meilleurs soins médicaux et avoir laissé Miguel sous la protection d'un policier, en qui il avait confiance, César retourna chez Alencar Enterprises. La réunion du conseil d'administration était toujours prévue pour 3 heures, et il avait l'intention d'y assister. Dans une petite salle de conférence, Clara était assise, les bras croisés, surveillée par du personnel de sécurité. À l'arrivée de César, elle se leva. « César, c'est un malentendu, taisez-vous » la coupa-t-il froidement. « Les hommes qui ont fait irruption chez moi vous ont déjà impliqué. Ils ont dit que vous aviez fourni les codes de sécurité et des informations sur les moments où Miguel serait seul. » La façade composée de Clara se fissura. Ricardo a promis que personne ne serait blessé. Il voulait juste éloigner le garçon de la réunion. « Et vous l'aidiez pourquoi? Pour de l'argent? Ou par vengeance parce que j'ai annulé un dîner ?» Clara détourna le regard. « Vous avez changé après avoir trouvé ce garçon. Tout est devenu une question de lui. » César secoua la tête avec dégoût. « La police s'occupera de vous. » Dans la salle du conseil, l'atmosphère était lourde de tension. Tous les membres du conseil étaient présents, y compris Ricardo et Antonio, qui étaient assis ensemble à une extrémité de la table. Ils avaient l'air tendus, mais restaient défiants. César prit place à la tête de la table. « Je vous remercie, tous, d'être venus si rapidement. Cette réunion extraordinaire a été convoquée pour traiter de graves violations éthiques et d'activités potentiellement criminelles perpétrées par 2 membres de ce conseil. » Au cours de l'heure suivante, César présenta les preuves contre Ricardo et Antonio. Les emails, les documents financiers montrant leurs propriétés cachées dans Coastal Developments, les témoignages de propriétaires fonciers à Porto Verde qui avaient été menacés, et enfin les dossiers médicaux suggérant une falsification du traitement de Louisa. « Et il y a moins d'1 heure, conclut César,
Des hommes engagés par Ricardo ont tenté d'enlever mon fils de notre maison. Ils ont blessé notre gouvernante au passage. Ils ont depuis impliqué Ricardo et Clara Montenegro dans le complot. Les membres du conseil avaient l'air choqués et horrifiés. Ricardo était devenu de plus en plus pâle au fil du discours de César, tandis qu'Antonio fixait la table d'un air vide, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. « C'est maintenant une affaire de police, dit César, mais en tant que conseil, nous devons également agir. Je propose le retrait immédiat de Ricardo Alencar et d'Antonio Melo du conseil d'administration et de tous les postes au sein d'Alencar Enterprise. » « Je soutiens la motion, dit Béatrice promptement. Le vote fut unanime. Des agents de sécurité entrèrent pour escorter Ricardo et Antonio hors du bâtiment, où la police les attendait pour les placer en garde à vue. Alors que Ricardo passait devant César, il fit une pause. « Je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure, dit-il doucement. Ni Louisa, ni le garçon. Ce n'était que des affaires. » César regarda son frère, un homme en qui il avait eu confiance toute sa vie. Ce n'était jamais que des affaires. C'était de la cupidité pure et simple. Et maintenant, vous avez tout perdu. Dans les jours qui suivirent, toute l'étendue des crimes de Ricardo et d'Antonio fut révélée. Les images de sécurité de l'hôpital ont confirmé que Ricardo avait rendu visite à Louisa la nuit précédant sa mort. S'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper de meurtre, il y en avait suffisamment pour inculper les deux hommes de fraude, de complot et de tentative d'enlèvement. Clara a coopéré avec les autorités en échange d'une peine réduite, fournissant des détails sur les comptes offshore de Ricardo et confirmant qu'il l'avait approché immédiatement après avoir appris. L'existence de Miguel Elena s'est remise de sa commotion cérébrale et a insisté pour retourner au travail dès que les médecins le lui ont permis. « Ce garçon a besoin de moi », a-t-elle dit à César. « Et quelqu'un doit s'assurer que vous mangez tous les deux correctement. » Un mois après la réunion du conseil, César ramena Miguel à Porto Verde. Il se tenait sur le perron de la Maison Bleue, regardant la baie. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Miguel. « Pour la maison et la ville. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, » répondit César. « J'ai une idée, mais je voulais d'abord vous en parler, car c'est votre maison. » Miguel le regarda avec curiosité. « J'ai pensé que nous pourrions transformer le terrain qui devait accueillir le complexe hôtelier en réserve naturelle, » expliqua César. « Et nous pourrions utiliser une partie de celui-ci pour construire un centre de recherche sur la conservation marine, le centre de recherche marine Luisa Santos. Les scientifiques pourraient étudier l'océan et les enfants pourraient venir apprendre à le protéger. Maman aimerait ça, » dit Miguel pensivement. « Elle m'emmenait toujours nettoyer la plage. Elle disait que l'océan avait besoin de notre aide et nous pourrions garder cette maison telle qu'elle est, » continua César. « Nous pourrions venir ici les week-ends et les jours fériés quand vous voulez. » Miguel sourit, un sourire large et sincère qui restait encore trop rare. « On peut venir pour mon anniversaire le mois prochain et on peut inviter Elena ?»« Bien, sûr, » répondit César. « Et Béatrice aussi, si tu veux. Elle demande de tes nouvelles tous les jours. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la baie, César et Miguel étaient assis ensemble sur la plage. Miguel avait apporté sa lunette astronomique et ils attendirent que les étoiles apparaissent. « Papa, » dit Miguel soudainement. « Je crois que maman m'a envoyé te trouver. » César regarda le visage sérieux de son fils. « Que veux-tu dire ?»« Elle savait qu'elle allait mourir, » expliqua Miguel. « Et elle savait que les méchants n'arrêteraient pas d'essayer de prendre notre maison. Elle m'a dit que tu viendrais me chercher, même si tu ne me connaissais pas encore. » « Comment pouvait-elle le savoir ?» demanda César doucement. Miguel haussa les épaules. « Elle le savait tout simplement. Elle a dit que vous aviez un bon cœur, même si vous ne le montriez pas toujours. Et elle avait raison. » César passa son bras autour des épaules de son fils, les yeux humides. « Elle avait raison sur beaucoup de choses, ta mère. » Les premières étoiles apparurent dans le ciel qui s'assombrissait, et Miguel ajusta sa lunette astronomique. « Celle-là, c'est Polaris, l'étoile polaire, » dit-il en montrant. « Maman disait qu'elle aidait les gens à retrouver leur chemin lorsqu'ils étaient perdus. » César leva les yeux vers l'étoile brillante. « J'étais perdu pendant longtemps, » admit-il. « Jusqu'à ce que tu me trouves. » Miguel s'appuya contre son père. On s'est trouvés l'un l'autre. Alors que de plus en plus d'étoiles remplissaient le ciel nocturne, César pensa au voyage inattendu qu'il avait mené ici. D'un homme d'affaires ambitieux, axé uniquement sur le succès à un père, redécouvrant ce qui comptait vraiment, dans la vie. Il avait perdu Louisa,
et cette douleur serait toujours avec lui. Mais grâce à leur fils, une partie d'elle vivait encore. Le conseil d'administration d'Alencar Enterprises avait élu à l'unanimité César au poste de président, avec Béatrice comme nouvelle PDG pour gérer les opérations quotidiennes. Cet arrangement donnait à César plus de temps avec Miguel, tout en gardant la main sur l'entreprise qu'il avait construite. Le projet Coastal Development avait été complètement transformé en centre de conservation marine, apportant un type différent de prospérité à Porto Verde, une prospérité fondée sur la préservation plutôt que sur l'exploitation. Ricardo et Antonio attendaient leur procès, leur réputation et leur carrière détruite. César avait rendu visite à son frère une fois en prison, espérant comprendre comment Ricardo avait pu le trahir si complètement. Mais Ricardo n'avait offert que des excuses et des rationalisations, ne montrant aucun remords réel pour la douleur qu'il avait causée. « Regarde, papa !» s'exclama Miguel, interrompant les pensées de César. « Une étoile filante. Fais un vœu. » César sourit et ferma brièvement les yeux. Son vœu était simple, être le père que Miguel méritait, honorer la mémoire de Luisa et ne plus jamais perdre de vue ce qui était vraiment important. Quand il ouvrit les yeux, Miguel le regardait avec curiosité. « Qu'as-tu souhaité ?»« Si je te le dis, ça ne se réalisera pas, » répondit César en clin d'œil. Miguel rit. C'est ce que maman disait aussi. Ensemble, père et fils ont continué à regarder les étoiles, leur avenir s'étendant devant eux, aussi vaste et brillant que le ciel nocturne au-dessus d'eux. Le garçon qui en savait trop avait trouvé son père, et ce faisant, il lui avait appris la leçon la plus importante de toutes, que la vraie richesse n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir, et tout à voir avec l'amour. Au loin, les lumières de Das Porto Verde scintillaient le long du rivage, et quelque part au-dessus, César aimait penser que Luisa les regardait avec approbation. Leur fils était en sécurité, leur maison préservée, et justice avait été rendue. Ce n'était pas la vie que César avait prévue, mais elle était infiniment meilleure que celle qu'il avait vécue. « Je t'aime, papa », dit Miguel doucement, les yeux toujours fixés sur les étoiles. « Je t'aime aussi, Miguel », répondit César le cœur plein, plus que toutes les étoiles du ciel. Qu'à ce moment-là, sur une plage de Porto Verde avec son fils à ses côtés, César Alencar, autrefois connu uniquement pour son sens des affaires et sa détermination froide, réalisa qu'il avait enfin trouvé la paix et le but qui lui avaient échappé toute sa vie. Le garçon qui en savait trop avait su exactement de quoi son père avait besoin, avant même que César lui-même ne le sache, et pour cela, César lui serait éternellement reconnaissant.